Phileas Fogg n'est pas né avec cette rigidité mathématique qui le caractérise dans le roman de Jules Verne. Le jeune Phileas était fils d'un horloger de Liverpool, Henry Fogg, dont l'atelier jouissait d'une réputation d'excellence. Sa mère, Elizabeth, était la fille d'un capitaine de la marine marchande qui avait rapporté de ses voyages des objets exotiques et des récits extraordinaires. Dans l'arrière-boutique de son père, le jeune Phileas apprend très tôt la précision, la patience et la valeur inestimable du temps qui s'écoule. Mais c'est dans le grenier de la maison familiale, parmi les souvenirs de son grand-père maternel, qu'il nourrit son imagination, cartes nautiques jaunies, boussoles, sextants et journaux de bord détaillant des escales aux quatre coins du monde. À 12 ans, Phileas connaît par cœur les fuseaux horaires de toutes les grandes villes et peut réciter sans hésitation les principales routes commerciales maritimes. Sa chambre est tapissée de cartes et d'horaires de trains et de paquebots. Alors que les jours se transforment en semaines, et les semaines en mois, Phileas travaille sans relâche à l'horlogerie, aidant ses parents dans les réparations et les ventes. Chaque instant libre, il le consacre à étudier des cartes, à découvrir différentes cultures et à s'entraîner à prononcer des phrases en langues étrangères. Malgré son jeune âge, Phileas est déterminé à réaliser son rêve, économisant chaque piécette, mettant de l'argent de côté dans un petit coffre en bois caché sous son lit. Ses amis le taquinent pour son économie et ses conversations incessantes sur des contrées lointaines, mais Phileas n'y prête aucune attention. Il sait que sa passion pour les voyages le mènera vers des endroits dont ses amis ne pourront jamais que rêver. À 16 ans, Phileas décide de passer à l'action. Sans prévenir ses parents, il rassemble ses économies, emprunte la montre en argent de son père et un sextant de son grand-père, et s'embarque comme aide-cuisinier sur un navire marchand en partance pour les Indes. « Je reviendrai avant même que vous n'ayez remarqué mon absence », a-t-il écrit dans sa lettre d'adieu. « Je vais prouver que le monde est plus petit qu'on ne le pense. » Mais la réalité du voyage se révèle bien différente de ses rêveries. Une tempête terrible les surprend dans le golfe de Gascogne. Le jeune Phileas, malade comme jamais, croit sa dernière heure venue. Le navire, gravement endommagé, doit faire demi-tour vers l'Angleterre. C'est un Phileas humilié qui retrouve Liverpool 3 semaines plus tard, pour découvrir sa mère malade d'inquiétude et son père silencieux de déception. La montre en argent a été perdue dans la tempête, et le sextant est endommagé. « Tu as voulu défier le temps et l'espace, Phileas », lui dit son père ce soir-là. Mais tu n'étais pas prêt. Le monde exige de la préparation, de la méthode, de la rigueur. Ces paroles marquent profondément le jeune homme. Dans les années qui suivent, Phileas se transforme. Il étudie avec acharnement mathématiques, géographie, langue, sciences de la navigation. Il devient obsédé par la précision et la planification. À 20 ans, il hérite d'une somme modeste d'un oncle éloigné et l'investit avec une prudence calculée. À 25 ans, ses investissements ont fructifié, lui permettant de s'installer à Londres. Là, il fréquente le Reform Club, écoutant les récits des voyageurs sans jamais parler de sa propre tentative avortée. Chaque jour de sa vie londonienne suit désormais un emploi du temps immuable. Il semble avoir renoncé à l'aventure, se contentant de voyager par procuration à travers les journaux qu'il lit méticuleusement. Mais en secret, chaque soir, il travaille sur un grand carnet relié de cuir, y consignant des itinéraires, des horaires, des correspondances, des calculs de plus en plus précis sur la possibilité de faire le tour du monde en un temps record. Contrairement à ce que raconte Jules Verne, Phileas Fogg et Jean Passepartout se sont déjà croisés avant les événements du roman. C'est lors d'une soirée à l'ambassade française à Londres, où Passepartout travaille temporairement comme maître d'hôtel, que la rencontre a lieu. Fogg, invité à un dîner diplomatique, a remarqué la dextérité extraordinaire de ce Français qui sert avec une précision d'horloger. À la fin de la soirée, Passepartout a trouvé Fogg contemplant une grande map-monde dans la bibliothèque. « Monsieur calcule des distances ?» a demandé Passepartout. « Je calcule des possibilités », a répondu Fogg sans se retourner. S'en est suivie une conversation étonnante, où Passepartout révèle son passé de saltimbanque, de professeur de gymnastique, de sergent de pompier, toujours en mouvement, toujours en quête d'équilibre. « J'ai fait 3 fois le tour du monde, monsieur », confie Passepartout, mais jamais en ligne droite, toujours en zigzag, au gré du destin. « Le destin n'existe pas », réplique Fogg. « Il n'y a que des horaires mal calculés et des correspondances manquées. » Ils se sont quittés ce soir-là sans imaginer que leurs chemins se recroiseraient. Mais Fogg note le nom de ce Français dans son petit carnet. Les années passent. Fogg continue sa vie bien réglée, mais au fond de lui couve toujours cette ambition de jeunesse, prouver que le monde peut être circonscrit en un temps record, avec assez de méthode et de précision.
Il lui manque deux choses, une motivation impérieuse et un compagnon fiable. Le pari pris au Reform Club va lui fournir la première. Et quant au compagnon, il sait exactement qui il lui faut. Ce n'est pas un hasard si, quelques jours avant le fameux pari, il a congédié son valet pour une question de température de l'eau de rasage. Il cherchait une excuse pour engager ce Français aux multiples talents qu'il avait rencontrés des années auparavant. Lorsque Jean Passepartout se présente à sa porte ce fameux matin, Phileas Fogg y voit la confirmation que le moment est venu. Toutes ces années de préparation méticuleuse vont enfin servir. Le tour du monde en 80 jours peut commencer.